Je travaille dans le service de Madame Conné pour le CEREMAIA depuis 2009. Et puis, j'ai eu l'honneur d'être le médecin coordinateur du réseau RESRIP jusqu'à il y a quelques semaines. Donc, pendant une dizaine d'années, donc c'était voilà, c'était une aventure de 10 ans avec le réseau et son équipe. Donc, juste pour vous dire, pour les personnes qui connaissent, ça va si je parle sans micro? Vous m'entendez? Oui. Pour qui ne connaît pas le réseau RESRIP, donc c'est un réseau régional Île-de-France qui a été créé il y a une dizaine d'années, donc créé et mis en place en 2013, donc juste il y a 10 ans. Donc, les buts du réseau, c'est l'amélioration du parcours de santé du patient et à la fois aussi l'appui aux professionnels de santé. Donc là, c'était juste pour vous donner un peu une idée de la file active en fin 2022. Donc, vous voyez que ça correspond un peu aux patients qu'on voit en centre de référence et en centre de compétences. Donc, on avait 514 patients, on en est plutôt à 600 maintenant. Et donc, la répartition est des arthrites juvéniles, à peu près la moitié des patients. On a pas mal des conjonctivites et des maladies auto-inflammatoires et d'autres maladies qui sont encore plus rares. Donc, mais je pense qu'il y a une chose intéressante avant de partir sur les sujets de la transition et de notre étude, de notre évaluation, c'est quelle est l'évolution de rhumatisme inflammatoire. J'ai choisi juste un acronyme à l'âge adulte de ces patients. Alors, c'est compliqué parce que vous savez bien, les maladies sont très hétérogènes. Donc, on a des groupes de maladies. Dans chaque groupe de maladies, des maladies qui sont différentes les unes des autres. Mais on peut dire qu'en général, les maladies auto-inflammatoires persistent à l'âge adulte. Souvent, il y a une origine génétique, mais il y a souvent une atténuation des signes. Alors que les maladies auto-immunes, l'évolution est variable. On a tous en tête le lupus, qui est une maladie grave, particulièrement grave quand elle débute chez l'enfant, particulièrement s'il y a une atteinte des organes. Et puis, évidemment, la réponse est aussi variable et l'évolution également en fonction de la réponse au traitement. Ça va? Et puis, le grand groupe des arthrites juvéniles avec, là aussi, un groupe hétérogène, donc avec pour les formes les plus fréquentes à début précoce chez la petite fille avec des anticorps antinucléaires positifs, on dit une rémission un enfant sur 2 à peu près, et pour les autres, au moins 50%, voire plus, de persistance à l'âge adulte. Et donc, dans ce contexte, évidemment, l'importance de l'observance des traitements. Donc, on sait que s'il n'y a pas d'activité persistante de la maladie à l'âge adulte, il y a souvent des séquelles qui sont très variées, encore une fois, en fonction de la maladie, retard de croissance, retard pubertaire, des troubles de croissance locale. C'est le cas, par exemple, des arthrites juvéniles, même avec une atteinte monoarticulaire, le rétroagnatisme, vous le voyez sur la photo à gauche, des comorbidités, c'est le cas des uvéites ou le risque cardiovasculaire, par exemple, dans le lupus, le risque d'amylose pour la maladie auto-inflammatoire, la fertilité liée souvent à la toxicité médicamenteuse, des conséquences esthétiques qui peuvent être quand même très importantes aussi dans cette période d'adolescence qu'on sait être très délicat. Et puis, la difficulté d'insertion scolaire et professionnelle avec un handicap fonctionnel et psychologique qui est souvent présent. Donc, dans ce contexte, évidemment, on veut organiser de manière optimale la transition en médecine adulte. Donc, on sait par plusieurs études qu'on a des grands indicateurs de la réussite de la transition. Avant tout, le patient qui n'est pas perdu de vue. Parce qu'on sait, selon les données de la littérature, qu'il y a une option de suivi chez environ 50% des patients. Ça veut dire qu'en fait, un patient transite, a priori, de la pédiatrie à la médecine adulte, mais il n'atterrit jamais en médecine adulte. Donc, le patient qui sera en visite prévue chez l'adulte, une première visite chez l'adulte dans les 3 à 6 mois du transfert, évidemment la satisfaction du patient, mais aussi de ses parents, l'autonomie et l'autogestion du patient dans la prise en charge thérapeutique et dans la prise en charge globale, et puis des indicateurs de bon contrôle de la maladie. Donc, dans ce contexte, le but du réseau est d'accompagner les patients tout au long de la transition. Donc, il y a une participation du réseau dans l'organisation du suivi en médecine adulte, c'est-à-dire, en effet, on peut parfois indiquer quel est le médecin qui nous semble le plus adapté par rapport au contexte des vies, par rapport à la maladie, parfois orienté même vers des cabinets des villes, car la maladie n'est pas si sévère que ça, ou dans des centres hospitaliers périphériques. Et puis, le réseau organise des ateliers DTP sur des thèmes transversaux, on verra. On a un atelier DTP spécifique à la transition. Je vais en parler un peu plus en détail. Et puis, c'est que nous semble, comme disait la collègue qui a parlé juste avant moi,
le suivi rapproché juste après le transfert, pendant 2 ans même, parce que ça nous semble important quand même de les accompagner, d'être là dans ce moment de passage du suivi où en effet, comme on a entendu, les patients sont souvent un peu perdus. Le réseau est toujours là et donc c'est une référence pour le patient. Donc les TP Mirage, je pense que vous en avez entendu parler, on présente, souvent parce qu'on est très fiers de ce programme qui a été, validé en 2015, hein, donc on est à la 7e année. C'est un programme principalement basé sur des ateliers transversaux, donc sur des thèmes transversaux. On essaie de faire le maximum d'ateliers en ville, donc on sort de l'hôpital. On a la chance d'avoir un financement aussi de l'ARS, ce qui permet d'avoir à la fois une équipe pluridisciplinaire avec des soignants qui sont dans le réseau, mais aussi d'avoir beaucoup d'intervenants extérieurs qu'on peut payer lors des ateliers. Et puis, du fait qu'on a une équipe nombreuse, donc on peut aussi, se permettre d'avoir plusieurs groupes pendant l'animation des ateliers. Donc on a des tout petits, on les prend à partir de l'âge de 3 ans. Donc en gros, école maternelle primaire, collège, lycée. Donc les adolescents, ils ont vraiment leur place à eux. Et puis les parents aussi parce que, évidemment en pédiatrie, on a besoin d'avoir aussi les parents dans l'éducation thérapeutique. Et puis on a créé des outils, transversaux, grâce aussi, au soutien de la filière. Donc les ateliers sont variés. Encore une fois, la chance d'avoir une équipe, je pense que c'est très important dans ces domaines d'avoir une personnel dédié à l'éducation thérapeutique. Donc on a pu développer des ateliers divers et variés, vous voyez, de la maladie, qui est un peu plus spécifique, à d'autres ateliers beaucoup plus transversaux, comme les poussées inflammatoires, le quotidien avec la maladie chronique, le patient et le traitement de fond, qui sont à peu près, qui englobent à peu près les mêmes problématiques, et puis d'autres qui sont un peu plus spécifiques, comme le lupus. Donc, chaque année, on essaie d'inventer de nouveaux ateliers. L'année dernière, c'était l'uvéite, par exemple. Et puis, évidemment, c'est ça qui nous intéresse aussi, cet atelier transition, qui est un atelier, par contre, transversal. Donc, juste pour vous montrer, en fait, on a commencé en 2017 avec, c'était pas si mal comme chiffre, mais le chiffre des participants augmente en termes de patients et des parents. Et même pour la transition, en fait, on avait commencé en 2017, on avait eu 2 patients. Bon, c'était un peu compliqué. On était 2 animateurs, 2 patients, mais bon, on a géré. Et puis, petit à petit, le nombre a augmenté, 7, 8, 9, et on en a eu 17 l'année dernière. Et donc, c'était, voilà, c'était très, très encourageant. Donc, dans cet atelier transition qu'on a construit ensemble, je me suis beaucoup appuyée sur le schéma qui avait déjà utilisé Véronique Engen, donc avec un photolangage schéma qu'on a un peu retravaillé grâce à la filière. Donc, il y a en effet une première partie de photolangage. Et c'est l'idée en fait de projection du patient de la pédiatrie à la médecine adulte. Donc, c'est un très bon support en fait qui permet de faire ressortir beaucoup des choses. Et donc on le fait en début d'atelier, une fois qu'il y a eu un tour de table, que les personnes se sont un peu connues. On fait une mise en scène de la première consultation chez l'adulte. Donc on a beaucoup de papiers, de documents, d'ordonnances, des faux papiers entre guillemets aussi, pour qu'ils puissent un peu se repérer dans tout ça. Et puis on met un peu en évidence quelles sont les différences entre la pédiatrie et la médecine adulte. Et évidemment, on leur laisse un temps de change qui nous semble très important, en fait. On a des petites pauses où c'est vrai qu'au bout d'1 heure, 1 heure et demie, ils se sont un peu échauffés. Et donc, ils apprécient beaucoup de discuter un peu entre eux. Et donc là, typiquement, on a un pédiatre, moi-même, un médecin d'adulte qui est un rhumatologue et qui est formé en ETP, qui travaille dans la transition depuis des années, le docteur Pavie à Bicêtre, et puis une infirmière du réseau, Mélanie Offroy, que je pense est connectée avec nous. Et donc voilà, juste pour vous montrer un peu l'idée. Alors, on est dans ces cas-là, pour cet atelier, on est dans un cadre hospitalier, mais on n'est pas à la polyclinique où on fait les consultations. On est dans une salle des staffs qu'on essaye un peu de rendre assez sympa. Donc, l'idée était, comme à chaque fois quand on fait des choses, ben, il faut aussi évaluer, est-ce qu'on fait bien, on ne fait pas bien. Donc, on s'est dit, ben, on va faire un questionnaire de fin de parcours. Une fois que les patients sont transités, donc évidemment, il y a aussi une partie de la réussite de la transition par rapport au côté médical, à l'organisation aussi des consultations de transition et du transfert du patient en médecine adulte. Mais le réseau participe, comme je vous l'ai montré dans l'introduction. Donc, on est allé évaluer ce qui nous semblait pour nous, selon les indicateurs, la réussite de la transition et puis la satisfaction également des jeunes adultes à 1 an ou 2 ans du transfert. Donc, il y a eu un questionnaire qu'on avait déjà utilisé dans des études précédentes qui a été soumis par une de nos infirmières du réseau
l'année dernière. Donc, c'était entre novembre et décembre. 2 mois pour interroger, pour discuter avec tous les patients, pas interroger. Et donc, ça a été fait principalement par Zoom ou par téléphone, pardon. C'était un questionnaire un peu long, 50 questions. Mais c'est vrai qu'on ne voulait pas les modifier par rapport aux études qui avaient déjà été faites. Donc, on a dit, on garde le questionnaire de la même manière. Donc, ça prend à peu près 20 minutes pour faire ce questionnaire de fin de parcours. Et il y a en gros 4 grandes catégories. Donc, la première, c'est la préparation à la transition. La deuxième, est-ce qu'il y a un suivi régulier en médecine adulte? La troisième, quelle est l'activité et le retentissement de la maladie au quotidien du patient? Et puis, quelle est la satisfaction du patient vis-à-vis du processus global de la transition? Et donc, vous voyez, on avait sélectionné 41 patients éligibles, dans les patients qui avaient transité dans ces années et inclus dans le réseau. Donc, 31 ont répondu, donc c'est qui est pas mal, en fait, pour ce type de questionnaire, dont 27 filles. Donc, ça représente un peu la distribution des maladies rhumatismales. Vous voyez les pathologies. On avait la moitié d'arthrite juvénile. On avait des lupus, des B7, ça représente un peu la file active aussi du bicêtre, parce qu'il y avait pas mal de patients suivis à bicêtre, des OCMR et puis d'autres pathologies un peu variées. Et donc, vous voyez que l'âge médian du transfert était de 18 ans, entre 17 et 20, en jaune dans le graphe. En ce qui concerne la préparation de la transition, je ne vous montrerai pas les 50 questions. J'ai sélectionné celles qui me semblaient les plus pertinentes. Donc, la préparation à la transition, donc vous voyez que à peu près la moitié des patients avaient eu la première info, donc ça nous semble un peu tard finalement, entre 15 et 17 ans, alors qu'on dit qu'en effet, il faudrait commencer à en parler un peu plus tôt. Presque 20% des patients en avaient entendu parler seulement quelques mois avant la transition, donc peut-être qu'ils n'étaient pas assez préparés. Et 8% n'en avaient pas entendu parler. Donc, il y a eu quelques loupés, c'est sûr, avec des patients qui ont transité principalement dans des centres hospitaliers, mais pas que. Il y a eu quelques patients qui ont transité vers la ville. Et puis, vous voyez, pardon, je décale la petite fenêtre. Et donc, il y a eu 21 patients qui ont bénéficié d'une consultation de transition, c'est-à-dire une consultation multidisciplinaire avec le pédiatre rhumato et le médecin d'adulte. 16 patients avaient participé à un ou plusieurs ateliers d'éducation thérapeutique dans le cadre du programme Mirage et 14 avaient participé à l'atelier ETP spécifique de la transition. En ce qui concerne le suivi post-transfert, donc est-ce que le patient a vraiment un suivi en médecine adulte? Bon, on va dire que oui, la grande majorité. Vous voyez le carré, le rectangle jaune, le bleu. Donc, si on cumule, en gros, la plupart ont fait au moins 2 consultations par an, donc ce qui est très bien, enfin, ce qui est conseillé, ce qui est recommandé. Et la plupart n'avaient pas changé de médecin spécialiste, donc environ 80% des patients restaient avec le médecin qui avait été identifié et avec lequel il y avait eu la consultation de transition. Ce qui semblait dire que, bon, pour la majorité des cas, en fait, on avait bien sélectionné le médecin pour le suivi chez l'adulte. Néanmoins, quand on regarde les paramètres liés à l'activité de la maladie, mais évidemment, là, il y a aussi d'autres paramètres qui interviennent pour l'évaluation de l'activité de la maladie. L'EVA-douleur restait quand même encore assez élevé, à 4. Alors, on n'a pas de titre de comparaison par rapport à l'avant de la transition. Et une évaluation globale de la maladie à 3,3, avec des patients qui faisaient encore dépousser de la maladie, et puis environ 40% des patients qui avaient eu des consultations aux urgences. Donc, ça nous fait penser que la maladie n'était pas complètement équilibrée. Alors, est-ce qu'il y avait un retentissement sur le quotidien? Alors, on peut voir que l'impact sur le sommeil, bon, c'était quand même assez léger à 2, alors qu'il y avait un impact sur l'activité physique. C'était sur une échelle de 0 à 10. Donc, ça, c'est la valeur médiane. Donc, on était à 4,5 pour l'activité physique, donc quand même assez important. Avec, pareil, environ à 4, l'impact global de la maladie sur le quotidien et également sur leur vie étudiante ou leur vie professionnelle. Alors, en termes de satisfaction, ils étaient quand même satisfaits, voire très satisfaits. Vous voyez les chiffres, donc que ce soit pour la préparation à la transition, pour le suivi après le transfert et même vis-à-vis du transfert lui-même. Donc, on peut dire que chez la majorité des patients, le suivi en médecine adulte était mis en place de manière régulière. La satisfaction était bonne, voire très bonne vis-à-vis du processus global de la transition,
alors que l'activité globale de la maladie et le retentissement restaient quand même encore assez élevés, mais ça, probablement en accord avec l'évolution naturelle de ces maladies inflammatoires à l'âge adulte. Donc, on peut suggérer, certes, il nous faut des études comparatives pour confirmer ces résultats préliminaires, que l'accompagnement du réseau dans la transition participe à sa bonne réussite. Et donc, évidemment, pour une bonne réussite de la transition, je pense qu'on a déjà entendu parler, l'adolescent qui est au centre de ce processus, certes, il ne pourra pas faire tout seul, donc on a besoin d'avoir beaucoup d'intervenants dans cette transition et d'avoir une interaction et une communication avec eux, entre eux et avec l'adolescent, donc d'où le rôle en fait du réseau, RESRIP et d'autres réseaux, mais d'où le rôle aussi des associations des patients. Et puis, vous voyez, l'intervention, en fait, voilà, on voudrait bien qu'il y ait une communication. Peut-être qu'on peut faire encore mieux, en fait, pour que tous ces intervenants, en fait, puissent communiquer entre eux et participer à la réussite de la transition. Merci.